Alors, on a un débat intéressant entre nous tous. Alors, il ne faut pas se mentir, on se connaît tous. Hein. Notre débat, c'est couvrir sans subir. Bon, et on va pouvoir décliner le sujet. Couvrir sans subir, pardon Brice Teinturier, mais la tyrannie des sondages. Couvrir sans subir le Covid pour que le débat présidentiel ait véritablement lieu. Couvrir sans subir le diktat des réseaux sociaux et des fake news. Couvrir sans subir la communication des candidats ou des non-candidats qui signent des livres. Et puis aussi couvrir sans subir le mélange des genres d'un président qui n'est pas encore candidat et qui sera sans doute candidat. Ou alors ça sera vraiment une surprise. Alors, en fait, les sujets ne manquent pas. On va essayer d'aller à l'essentiel assez vite. On est nombreux. Moi, ce que je voudrais, pour commencer, c'est donner la parole aux uns et aux autres pour que chacun dise un petit peu comment il voit la campagne et comment il juge déjà l'après-campagne et ce début de campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui distingue cette campagne des autres campagnes et quelles sont les choses trappes de la campagne qui arrive? Qui veut commencer? Céline, par exemple. Avec plaisir. Bonjour à tous. Au fond, ce qui est le plus marquant, le plus frappant en ce début de saison présidentielle, c'est à quel point, c'est une formule que j'emprunte à Alain Duhamel, les choses sont gazeuses, elles sont fluides, elles sont liquides, elles sont difficiles à saisir. Et à quel point, finalement, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire une élection absolument essentielle, tout comme celle qui vient pour nous, les choses se déroulent de façon radicalement différente. Finalement, en Allemagne, on a l'extrême droite, on a la droite, on a les libéraux, on a la gauche, on a les verts, on a l'extrême gauche. Enfin, on a un paysage saisissable. J'avais cette discussion avec mon petit dernier qui est franco-allemand et qui me disait alors finalement, les élections allemandes, comment ça s'est passé? Et c'était assez simple finalement de lui expliquer. Et ensuite, il me disait, et nous, comment ça va se passer? Et là, d'un seul coup, c'est un paysage complètement émietté, complètement disséminé, où ça fourmille, où les retournements de situation sont finalement celui qu'on a encore vécu hier soir. Xavier Bertrand nous dit pendant plus de 6 mois que quoi qu'il arrive, il veut enjamber toute idée de primaire. Alors certes, il va participer à un congrès, pas à une primaire à proprement parler, mais enfin, la différence est ténue. Et au fond, il faut à chaque instant, à chaque minute, réarbitrer ses choix, se reposer la question de savoir pourquoi tel ou tel est légitime ou pas, sans avoir finalement aucun point de comparaison préalable grâce à d'autres campagnes et grâce à d'autres situations identiques. Catherine ? J'ajouterais, et je partage tout ce que vient de dire Céline, j'ajouterais que peut-être, contrairement à d'autres pays, même si la pandémie a été mondiale, on est dans une société française très à cran après l'épisode Gilets jaunes, après un épisode pandémie, ce qui fait que c'est difficile aussi de comparer des campagnes présidentielles sans partir du même état d'un pays qui est la France. Alors certes, il y avait eu 2015, les attentats, ça avait été un électrochoc, mais là je trouve qu'il y a des strates depuis 2015 qui rendent aussi une situation, alors elle n'est pas gazeuse là, elle est très crispée, elle est très radicale, elle est très violente. Explosive. Et on doit, explosive, et on doit en tenir compte aussi, je pense, dans la façon dont on traite, nous. On va y venir. Sophie ? Je rejoins évidemment ce que viennent de dire Céline et Catherine. Je crois qu'on est dans un système politique qui est un système, contrairement à l'Allemagne, de personnalisation extrême de cette élection, et que ça y rajoute nécessairement une dose d'imprévu, d'irrationnel, de changement parfois de comportement des uns vis-à-vis des autres, qui est particulièrement important, me semble-t-il, et que, qui plus est, on est effectivement dans une société qui est de plus en plus difficile à lire quelque part. Tous ces éléments
crée le paysage que nous vivons en ce moment et que nous allons sans doute vivre dans les semaines qui viennent. Jean-Philippe ? Je crois qu'aussi, on arrive à la fin d'un système. C'est le système des partis. Aujourd'hui, on voit bien qu'au sein des partis, il y a des dissidents, pas des dissidents. Je suis à l'intérieur du parti, je suis à l'extérieur du parti, qu'on voit émerger un certain nombre de personnalités qui viennent de nulle part, ce qui était déjà le cas avec Emmanuel Macron il y a 5 ans. C'est aussi ça qui crée ce côté à cran, ce côté difficile à lire. Et effectivement, avec sous-jacent une violence au sein de la population, enfin une violence, une colère en tout cas. Une colère qui se traduit par les personnalités qu'on peut voir émerger ici ou là. Fabien ? Si je reprends l'intitulé de notre débat, couvrir sans subir, je me suis interrogé moi sur ce que c'était que subir en fait en réalité, et c'est un peu comme tout dans la vie, je pense qu'il faut qu'on choisisse nos combats. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas ne pas subir, à défaut de le maîtriser complètement, mais c'est le rythme de la campagne. Et ça, on le voit au fur et à mesure des années, des élections qui se succèdent, et particulièrement de la mère de toutes les batailles, la présidentielle. On a du mal à en dominer le rythme. C'est quand même une rivière qui, par vocation, sort en permanence de son lit. Et donc, ça, c'est quelque chose, on va toujours, quoi qu'on puisse dire, il faut pas qu'on... Enfin, moi, je crois, hein, de mon point de vue, qu'on subit toujours le rythme d'une campagne. En revanche, après, il y a des choses où on peut choisir d'ériger des garde-fous, c'est peut-être un petit peu excessif ou prétentieux, mais en tout cas, quelques points de vigilance. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir la pression des réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir l'avalanche de sondages où il y en a 2, 3 par jour? Et comment est-ce qu'on fait pour trier, pour hiérarchiser? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir les polémiques sur doit-on traiter tel ou tel candidat? Doit-on lui donner ou non la parole? Donc, il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur nous, sur lesquelles on doit, je pense, ériger des mécanismes de réponse. Mais il y a une chose sur laquelle on ne pourra pas grand-chose, c'est le rythme effréné de la campagne. Ça va de plus en plus vite, ça c'est un constat, chez nous, comme dans d'ailleurs les exemples étrangers. Alors justement, bon, ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite, notamment à cause des sondages. Alors j'ai regardé un petit peu, c'était sur le site de BFM TV hier. Il y avait un papier qui était très intéressant sur l'utilisation des sondages lors des campagnes électorales. Et dans le papier que vous avez publié, il y avait des données qui venaient de la commission des sondages et qui montraient qu'en 1981, il y avait eu 111 sondages avant l'élection de François Mitterrand. 111. En 2012, 4 fois plus, 409. Et en 2017, avec Macron, 560. Et là, on se dit qu'on va casser tous les records, qu'on va briser tous les plafonds, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4 par semaine. Alors justement, j'aimerais que les uns et les autres se prononcent sur ces sondages. D'abord, est-ce qu'il faut faire des sondages ? Qui il faut sonder, Zemmour ou pas Zemmour, hein, pour mettre les pieds dans le plat. Et puis, comment ensuite utiliser ces sondages. Et là, je pense qu'il y a des différences d'approche entre nous tous qui vont être intéressantes à observer. Qui veut commencer là-dessus ? Les sondages, est-ce qu'il y en a trop ? Jean-Philippe ? Alors, je veux bien. Oui. D'abord, par rapport à 81 et aujourd'hui, il y a plus de médias qu'à l'époque. Et chaque média a envie, ou en tout cas la plupart des médias, a envie d'avoir son sondage. Nous avons pris le parti à France Info de n'avoir qu'un institut de sondage et de se référer qu'à un seul institut de sondage qui est l'Ipsos, dont Brice Teinturier est le directeur général, et que vous avez vu tout à l'heure. Et on s'en tiendra à cela. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord avec Sophie, comme on s'est mis d'accord avec Célia Méréguet, qui dirige aussi le site de France Info, qui est un site important, de nous dire on se réfère qu'à notre sondage, qu'à notre thermomètre, quelque part. Après, on peut toujours se poser la question si le thermomètre est bon et pas bon. Je remarque toujours que, excusez-moi, mais c'est comme pour les audiences radio, hein. Dès qu'on chute, on trouve que le thermomètre est à revoir. Dès qu'on est haut, ce qui est le cas de France Inter aujourd'hui, ne se plaint pas de ce thermomètre. C'est normal, j'allais dire. On voit bien que tous les candidats aujourd'hui qui sont en difficulté remettent en cause les sondages. Ça ne veut pas dire que les sondages, c'est la vérité du moment. C'est que la vérité du moment, à un instant T, avec effectivement des procédures, des garde-fous que vous a expliqué tout à l'heure Brice Teinturier, qui font que je pense qu'on peut se fier en tout cas à ce moment-là à ces sondages, même si les choses vont évoluer.
D'un autre côté, les sondages, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai aussi qu'on les utilise, chaque parti les utilise pour départager les candidats. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté. Et ça, c'est quand même une très grande nouveauté, parce que dans le passé, les candidats étaient soit choisis par acclamation, soit il y avait des primaires dans la dernière période. Et là, pour la première fois, les primaires font peur à tout le monde, sauf aux Verts. Et finalement, ce sont les sondages qui départagent les uns et les autres. Ce qui, évidemment, nous donne une responsabilité très importante dans la publication des sondages et dans les personnes que l'on sonde. Catherine. Alors, moi j'ai une position un peu particulière, mais c'est aussi parce que je représente une chaîne généraliste et je pense qu'on n'a pas forcément, en raison du temps d'antenne aussi et du nombre d'éditions, la même politique concernant les sondages. C'était d'ailleurs la même quand j'étais à TF1. On ne fait pas de sondage et donc on ne relaie pas de sondage sur l'antenne de France Inter. En revanche, nous avons des études avec Ipsos, donc Brice Teinturier, qui sont des études thématiques. La première était autour des jeunes. Quels jeunes, pas une jeunesse, mais des jeunes, jusqu'à effectivement quel candidat pourrait porter le plus leurs aspirations, mais on aura la France des Gilets jaunes, on aura le leadership présidentiel, etc. Mais ce sont plus des études un peu, je dirais, transverses. Je pense que sur une chaîne généraliste, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai toujours eu un problème, non pas avec les sondages, parce que les sondages, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, comme le disait Jean-Philippe, c'est juste la photographie. Après, on peut les tordre, les distordre, les contourner, leur faire dire ce qu'on veut dire, et les partis politiques, effectivement, en usent et en abusent. Mais on peut avoir une lecture assez objective des sondages. Sur une chaîne généraliste, je pense que c'est plus compliqué, et surtout, je pense que c'est difficile finalement d'échapper au fait de ne donner que son propre sondage. À un moment donné, ces indicateurs-là, on a envie de les voir aussi sur ce qui se passe ailleurs et avec les différents instituts de sondage. Et du coup, alors là, moi, je trouve que pour une chaîne généraliste encore, on tombe dans quelque chose qui est ingérable, où on ne va pas passer son temps tous les jours à donner plusieurs type de sondage. Et juste un dernier mot, parce qu'on parle beaucoup de faut-il sonder Zemmour, qui n'est pas candidat. Vous allez y revenir après. Oui. Alors je me... Céline et Fabien, alors vous, chacun, vous faites des sondages, Céline avec Elab, Fabien avec l'IFOP. Donc vous avez une position un peu différente. Pour commencer, si on est toujours dans cette thématique de couvrir sans subir, il y a quand même un moment où des choses s'imposent à nous. Et quand un parti comme les Républicains fait le choix de s'appuyer notamment sur un sondage pour réfléchir à qui doit être son candidat, c'est quand même compliqué comme journaliste de dire moi je préfère pas regarder cette situation et détourner le regard de ces chiffres-là. Ensuite, je pense qu'une des difficultés majeures avec les sondages, c'est que souvent, ça me fait un peu penser parfois aux sondages radio. Vous savez, on attaque les sondages radio en disant ils sont pas fiables parce que c'est que du déclaratif. Il y a une chose dans les sondages radio qui quand même demeure intéressant à observer, ce sont les dynamiques. Sur des durées longues, on voit des évolutions qui sont sensibles et qui disent quand même quelque chose du rapport de force. D'une certaine manière, je pense qu'en politique, les choses sont assez semblables. On est là aussi sur du déclaratif, on a un peu la même difficulté, on n'est pas devant l'urne au moment où il va falloir choisir. Donc, il y a d'immenses difficultés qu'on est obligé de reconnaître, et notamment aujourd'hui, le fait qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui ne savent même pas si elles vont aller voter. Et donc, à partir de ce moment-là, faire des sondages, honnêtement, il y a là un biais qui est terrible et qu'on doit reconnaître. Mais en contrepartie, laisser absolument cet instrument de côté et ne pas regarder en face ce que sont des évolutions. Moi, je crois qu'on serait aussi à côté et qu'on serait à côté de l'évolution des choses, puisque, encore une fois, là où historiquement, on construisait des hommes et des femmes dans des formations politiques, où on les faisait grandir. Aujourd'hui, on peut trouver de tout autre parcours, et c'est quand même pour commencer ce qu'a montré Emmanuel Macron, et arriver à l'Élysée, on est obligé d'observer d'autres critères que ceux qui étaient les nôtres historiquement. Fabien ? Oui, moi, je suis d'accord avec Céline sur les sondages aujourd'hui. Ils sont là, ils accompagnent la vie politique, et quand on discute avec tel ou tel responsable politique, comme on le fait chaque matin quand ils sont dans nos studios ou l'après-midi, la première chose dont ils vous parlent, c'est les sondages, c'est une évidence. C'est comme, je ne sais plus quel révolutionnaire disait, la meilleure preuve du pudding, c'est qu'il se mange.
bon, les sondages, ils sont là. Et ils donnent le là de la vie politique. Après, ce qui est un peu curieux par moment, et on l'a vu cette semaine, on voit plusieurs études, dont celle qu'on commande à IFOP d'ailleurs, où il y a un rapport de force avec Macron qui est assez loin devant, suivent ensuite Marine Le Pen, puis le candidat des Républicains, quel qu'il soit, puis Éric Zemmour, et puis on voit un autre institut qui, le lendemain ou la veille, place Éric Zemmour potentiellement au second tour de l'élection présidentielle. Donc moi, il y a un truc que je retiens, c'est que j'y comprends pas grand-chose, et que je pense que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, n'y comprennent pas non plus grand-chose. Après, ne pas le traiter, à mon avis, et c'est très différent par rapport à ce que disait Catherine, effectivement, d'une chaîne généraliste ou à TF1, comme tu le disais, aujourd'hui non plus, les sondages ne sont pas traités dans les JT. Mais sur les médias d'information continue, c'est quand même dur de les contourner. Ils sont là, on en parle, c'est un fait. Donc les données, oui, je crois, en commander aussi, avec une forme de parcimonie d'ailleurs, mais aussi peut-être prendre le temps et la peine d'expliquer comment ça se passe, de se dire, regardez comment c'était à 6 mois d'un premier tour de l'élection présidentielle en 2017, en 2012 ou en 81. Comment est-ce que sont mesurés tel ou tel candidat. Nous, on a fait une émission dimanche soir, parce qu'on était à 6 mois pile de l'élection présidentielle, où on a demandé à 2 spécialistes des phénomènes d'opinion, à Jérôme Jaffray et Dominique Régnier, de venir pendant 1 heure nous expliquer ce que c'était que l'opinion, comment on la mesurait, la robustesse des différentes études, leur capacité à mesurer le réel. Et je pense que oui, il faut traiter les sondages, mais il faut aussi faire une pédagogie des sondages. Et à mon avis, c'est peut-être comme ça qu'on peut arriver à avoir un traitement à peu près serein d'une élection présidentielle naissante. Sophie ? Je crois qu'on l'a tous fait en fait dernièrement, cet exercice-là, de rappeler ce que disaient les sondages en 2017 à la même période, et de rappeler à chaque fois que ces sondages ne racontent pas ce que sera le second tour de l'élection présidentielle, à commencer effectivement par la gigantesque inconnue de qui ira voter. Donc ça raconte quelque chose, mais ça ne raconte pas plus que ça. France Info, Jean-Philippe l'a dit, on n'est pas très très consommateur de sondages, mais ne faisons pas effectivement comme si ça n'existait pas, comme si ça ne faisait pas partie du jeu politique. Alors après, quand vous dites que du coup nous avons une responsabilité dans la façon dont nous faisons les sondages, parce que les partis politiques les utilisent ensuite, ça c'est de leur responsabilité. Alors moi j'ai un point de vue un peu différent de vous, peut-être parce que... Le modérateur s'incruste. Non, parce que on m'a dit que je suis à la fois modérateur, mais il faut aussi que je donne donc moi je défends mon point de vue, qui est un petit peu différent finalement de celui de Catherine. Alors c'est peut-être parce que je dirige un journal de presse écrite, hein, mais moi qui commande des sondages, qui n'en commandait pas jusqu'à récemment et qui en commande désormais. Moi je suis plutôt pour les sondages, alors évidemment avec modération, évidemment il ne s'agit pas de faire des sondages tous les 4 matins, mais je pense que c'est important parce que les sondages sont très souvent des faits de campagne. Et finalement, le résultat des sondages influe sur le résultat, influe sur le cours de la campagne. Quand on regarde la campagne de 2017, par exemple, si François Hollande ne s'est pas présenté, s'est pas représenté, c'est à cause des sondages. Si Bayrou a fini par se désister au profit de Macron, c'est à cause des sondages. De même, en 1995, lorsque Chirac... lorsque les courbes de Chirac et de Balladur se sont croisées, ça a créé une dynamique qui a eu un effet sur la campagne. Donc, je trouve que ne pas en parler, c'est finalement se priver d'une clé de compréhension des dynamiques qui sont à l'œuvre. Et c'est vrai que c'est Fabien ou Céline qui parlaient de dynamique de campagne. Et c'est vrai que ces dynamiques de campagne, elles permettent évidemment de voir qui est devant, qui est derrière, mais elles permettent aussi de déceler les dynamiques de campagne qui sont à l'œuvre et elles permettent de mieux comprendre ce qui va se passer. Bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Mais vous pouvez en avoir un autre, évidemment. Oui, sauf pour la primaire, Catherine, oui. Sauf pour la primaire de droite de 2016, où on n'a pas vu Fillon arriver. C'est exact, tout à fait. Non, tu as tout à fait raison. Et où tu parlais de 95, et en 95, si on avait regardé les sondages, Chirac se serait jamais présenté, parce que jusqu'au mois de décembre, il était à 12 ou 13. La question d'Arlette Chabot. Donc, la fameuse question d'Arlette Chabot, exactement à l'époque. Donc, c'est pour ça, apprendre avec des quand même une capacité critique. Mais au critique. fond, c'est quand même beaucoup ça notre sujet, puisque aujourd'hui, on nous prête le fait d'être, en tant que médias, des acteurs. Mais quand même, qu'un certain nombre d'acteurs politiques décident de prendre leur destin en main,
par-delà ou pas les sondages. Ça reste leur responsabilité et leur choix. C'est-à-dire que décider de se présenter alors que les sondages sont calamiteux, ça n'est pas arrivé qu'à Jacques Chirac, c'est arrivé à d'autres qui ont pu eux aussi aller très loin, jusqu'au bout. Comme François Hollande, hein, par exemple. Absolument. C'est à lui que je pensais en effet. Donc, vous voyez que, au fond, c'est quand même un peu le sujet au cœur de toutes nos discussions, c'est de savoir si nous, les médias, nous avons la capacité à faire les choix dans l'espace public et à prendre le premier rôle, pratiquement. Couvrir sans subir, ça voudrait dire qu'on a la main sur tout et qu'on décide. Le journalisme, c'est d'abord observer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire le subir. Ça ne veut pas dire n'être aucunement en capacité de faire des choix, mais en contrepartie, ça veut dire quand même observer d'abord, très modestement, ce que font les uns et les autres. Et dire, par exemple, à un moment à Jacques Chirac, à un autre à François Hollande, eh bien, au regard des sondages, votre démarche est étonnante, et pourtant observer qu'ils entrent dans une campagne, et pourtant observer qu'ensuite ils progressent, sans décider nous, si oui ou non, ils sont légitimes. Donc, cette histoire des sondages, et la raison pour laquelle ils sont autant présents, c'est que la classe politique, d'abord, en a fait un outil majeur. Et pour compléter, je ne crois pas que si les médias ne commandaient pas de sondage ou s'il n'y avait pas de sondage qui était, j'allais dire, sur nos antennes, pour autant, je crois que les politiques en commanderaient. Et je crois qu'ils s'appuieraient sur ces sondages. Et on serait donc privé d'une partie des informations qu'ils détiendraient. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant du cas de Zemmour. À partir de quel moment on teste Zemmour dans les sondages? Bon, nous, on avait une discussion avec Jean-Philippe au mois d'août. On s'est demandé est-ce qu'on teste Zemmour. On avait décidé que non avec Brice Teinturier. Et puis, quand on est rentré de vacances, on a décidé le contraire. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. À partir de quel moment on teste Zemmour? Il y avait une interview qui était intéressante sur France Info Télé l'autre jour avec Bronstein et Yann Brossa qui disait finalement, Zemmour, c'est une créature des médias et des sondages. Donc évidemment qu'on a une responsabilité quand on met Zemmour dans les questionnaires. Vous, quelle est votre approche les uns et les autres de ce sujet? Qui veut, comme peut-être, oui, alors, à partir de quel moment on teste Éric Zemmour ou un autre? Je dirais que c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment, et c'est un des critères du CSA, où les thèses qu'ils défendent animent le débat politique. Et Dieu sait qu'on peut dire que c'est le cas. Alors, il est légitime de se poser la question, de le faire rentrer dans l'espace des sondages. Oui, Éric Zemmour anime le débat politique en ce moment. Ses positions cristallisent des réponses de la part des autres. Donc il est assez légitime pour moi, à partir de ce moment-là, de le faire rentrer dans la sélection qui est celle d'Ipsos. Et on n'aurait probablement pas dit la même chose il y a quelques mois, où on n'aurait pas eu la même position, parce que c'est effectivement ça, le rythme de la campagne et ce qui s'y passe. Eh ben, on est bien obligé de s'y adapter. Et by the way, est-ce qu'on interroge Zemmour sur l'antenne ou pas? Alors, parce que bon, je fais référence à la polémique après le... Oui, non, mais il n'y a aucune difficulté et j'assume cette polémique, donc où il y a une erreur sémantique. C'est pas Éric Zemmour a le droit ou n'a pas le droit d'être sur un plateau de télé. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est à quel moment invite-t-on Zemmour? Le choix qui a été fait dans un premier temps sur nos antennes était de l'inviter à partir du moment où il était candidat officiellement. Voilà. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Bon. Mais je vous rassure, il est invité sur toutes les antennes du service public de France Télévisions, mais aussi de Radio France. Fabien, Céline, peut-être... non, mais peut-être Fabien et Céline. Oui, à partir de quel moment on met Zemmour dans les sondages? Pardonne-moi, Céline. Ouais, sur les sondages, alors là, très franchement, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, et notamment à partir du moment où le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'ailleurs jugé utile de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas comptabilisé dans les sondages, mais je dirais après, sans vouloir me défausser, parce qu'il y a d'autres questions qui sont tout aussi difficiles, à mon avis, concernant Éric Zemmour. Bon, c'est un peu l'affaire des sondeurs. Et il paraît logique qu'ils le testent aujourd'hui. Bon, ils ont fait le choix de le tester. Après, c'est fait non, mais évidemment, c'est fait en... Et on commande les sondages quand même, on discute avec eux. On les commande, mais bon, à la limite, je dirais qu'effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est
l'un des sujets pour nous, c'est quelle place on souhaite donner à quelqu'un qui pèse manifestement lourd dans le jeu politique, qui polarise une partie des débats, qui manifestement aussi pèse assez lourd dans les sondages, qui pour autant n'est pas candidat, dont on sait qu'il est aussi en tournée pour assurer la promotion de son livre. Donc, quelle place on lui donne ? Est-ce qu'on doit l'inviter, oui ou non ? Moi, je réponds tout de suite. Du point de vue de LCI, je réponds par l'affirmative. Nous l'avons invité. On l'a invité dans une émission qui a duré plus d'1 heure et demie avec Routel Krief, François Langlais, Alain Minc. Donc, après, on s'est demandé, OK, on va le recevoir parce c'est un acteur évident du jeu politique aujourd'hui, même si son statut est un petit peu hybride. Après, quel type de parole on lui donne ? Justement, on a privilégié, nous, un temps assez long parce qu'on voulait aller l'éprouver sur des sujets sur lesquels il ne s'était pas exprimé dans son bouquin ou je ne l'avais pas encore entendu ailleurs, notamment sur les sujets économiques. Savoir un petit peu quelqu'un qui éventuellement veut prétendre à la fonction suprême, quelle conception il a de la vie économique, d'où l'idée de le mettre face à François Langlais. Donc, c'est comment est-ce qu'on l'interroge, comment est-ce qu'on procède, quel rythme d'invitation doit-on lui réserver également. Ça, ce sont aujourd'hui, en tout cas pour notre part, à LCI, je dis bien, les sujets sur lesquels on réfléchit, on discute. Il n'y a pas de vérité absolue, et de toute façon, il n'y a jamais de vérité dans nos métiers. Mais il y a des propositions de réponse. En tout cas, moi, je pense qu'il est légitime aujourd'hui de lui donner la parole avec un encadrement qui a trait à son statut particulier. Céline, un encadrement, ça peut être du fact-checking, comme lors du débat. Je vais répondre sur le fact-checking, mais il y a d'abord une première chose que je voudrais dire à propos des sondages et qui est intéressante. C'est que dans le même temps où on se demande si oui ou non il devrait être testé, je trouve qu'on se demande très peu pourquoi parfois Michel Barnier n'est pas testé dans certains sondages. Et en creux, je pense que ça nous donne une réponse. Il y a un sujet très simple qui est quelle place prend en effet la parole d'Éric Zemmour dans l'espace public, quelle résonance elle trouve, cette parole, et qui a pu faire que là où, depuis cette rentrée, la place d'Éric Zemmour dans les sondages a été assez mécanique pour la plupart des sondeurs, en dialogue avec les différents médias qui commandent en effet, là où la place de Michel Barnier, par exemple, a été moins évidente. Et vous voyez que sur ce sujet-là, on ne se pose pas la question de pourquoi ça serait moins évident. Peut-être parce qu'il y a une force de l'évidence, du fait que certaines thématiques qui ont été posées par Éric Zemmour avaient une influence dans le jeu politique et qu'il était définitivement devenu un acteur. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'importe, c'est que, encore et toujours, ce qui doit nous animer, c'est une logique journalistique. Moi, je me souviens d'un papier qui, à mon avis, a été important dans toute cette histoire. C'était le papier de l'Express, au mois de février ou au mois de mars dernier, disant « il va être candidat ». Éric Zemmour, c'est ça, faire le métier. C'est essayer de débusquer avant que les choses soient dites et exprimées, où on va, où on en est, ce qui se passe. Et à travers ça, d'ailleurs, aujourd'hui, considérer que cette ambiguïté n'existe pas réellement, quand vous avez un candidat qui cherche des locaux de campagne, quand vous avez un candidat qui, à la faveur de la publication de son livre, en réalité est entré en campagne, ça ne peut pas nous tromper. Alors à partir de ce moment-là, je pense qu'il est utile et légitime de l'interviewer, de le confronter à d'anciennes déclarations, de lui demander ce qu'est son programme et de ne pas le laisser nous faire subir finalement cette ambiguïté. Alors, il y a le reproche... Attends, vas-y Jean-Philippe, et ensuite... C'est sur les sondages. Après, sur les sondages, faut-il ou pas sonder Zemmour ? Nous avons pris le parti de le sonder, de faire une hypothèse avec Zemmour et une hypothèse sans Zemmour. Ça nous apporte une information quand même, ça. Quand on voit quelle est la conséquence du fait qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, c'est une information. Et on fait notre boulot quand on fait ça. Donc effectivement, il faut le sonder, ou il fallait le sonder, mais aussi se dire, si jamais, je doute de plus en plus, il n'est pas candidat, eh bien, qui prend les voix de Zemmour quelque part ? Ou à qui Zemmour, plus exactement, prend les voix ? Ça, c'est une information. Alors, j'aimerais qu'on réponde aux reproches de Yann Brossa, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Yann Brossa disait sur France Info Télé qu'en fait, Zemmour était quand même une invention des médias. Bon. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous analysez les choses ? Est-ce qu'on a tendance à aller un peu trop à l'audience en lui donnant beaucoup la parole ? Qui veut répondre là-dessus ?
D'abord, je ne vais pas répondre au premier, c'est un homme de médias. Je ne sais pas si c'est une invention des médias, mais n'oublions pas d'abord que Zemmour est un homme de médias. Ce n'est pas un homme politique au sens propre journaliste du terme. au départ. Il existait sur les médias avant même qu'il ne devienne potentiellement un homme politique capable de se présenter à n'importe quelle élection, en l'occurrence la présidentielle. Donc il a une existence. Zemmour ne surgit pas tout d'un coup juste avant la présidentielle. Il a une existence qui est parfois compliquée, effectivement, pour nous médias. C'est quel Zemmour on va aller chercher? Le Zemmour éditorialiste, le Zemmour qui a écrit des livres, le Zemmour entre guillemets intellectuel, le Zemmour qui devient de plus en plus homme politique. Et à chaque fois, peut-être justement, on peut aller chercher un Zemmour différent. C'est un peu ce que disait Fabien. C'est-à-dire qu'on peut être dans la vraie interview politique qu'on peut tous faire en matinale, et là, on choisit d'y aller ou pas avant qu'il soit candidat. Pas. Mais c'est aussi le polémiste, c'est aussi l'intellectuel qui est ancré dans certaines thèses et qu'on va confronter avec d'autres intellectuels, qu'on va confronter, etc. Donc c'est ça aussi qui rend le personnage non pas insaisissable, c'est pas le propos, mais en tout cas protéiforme. Voilà. Ouais, protéiforme, exactement, exactement. Indéniablement, Éric Zemmour a d'abord existé comme une figure médiatique. C'est absolument incontestable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut construire un parcours politique à partir de là? C'est vraisemblable. Est-ce que du coup, on doit observer ce personnage médiatique devenu personnage politique? Ça me paraît difficile de faire autrement. Tous ceux qui, aujourd'hui, disent c'est une pure figure médiatique, de quel personnage politique peuvent-ils parler qui ne le serait pas et qui jouerait un rôle dans l'espace? Donc, à un moment... En revanche, le fantasme qui est derrière tout ça, c'est l'idée qu'il serait une pure création médiatique. C'est-à-dire que sans l'existence... Enfin, d'ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire sans les médias? Les médias existent. Je veux dire, il est d'abord la création de lui-même. Il a écrit des livres, il a contribué au débat, il s'est invité sur différentes chaînes, il a participé pendant longtemps, et c'est d'abord la création de son propre personnage, où il a dessiné un profil. Oui, mais après, il y a la rencontre entre un homme et un peuple, hein. Et ça, c'est l'objet d'une campagne présidentielle. Savoir si, effectivement, Éric Zemmour, au-delà des séances de signature de son livre qui... se transforme un peu en meeting, mais néanmoins, s'il est dans la campagne, ira à la rencontre et rencontrera des gens qui, pour le coup, voilà, ont une vraie volonté de le porter au pouvoir. C'est le temps de la campagne, et pour le coup, on n'y est pas tout à fait encore. Fabien ? Et après, toujours sur cette question, on voit qu'elle est posée ici, mais elle est souvent posée, est-ce que c'est une créature des médias, etc. Bon, les gens se la posent énormément. Oui, mais c'est bon, donc c'est que la question se pose, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments de réponse. Mais je note aussi, et c'est d'ailleurs pas du tout de manière maligne ou taquine, mais la réalité, c'est que depuis plusieurs années déjà, il se trouve qu'il avait une émission sur une chaîne d'information concurrente, CNews, où il avait un débat quasi hebdomadaire, je crois, en plus de ses chroniques quotidiennes, avec des personnalités politiques. Et je l'ai vu affronter toute une série de membres du gouvernement. 4 ou 5 ministres sont venus débattre avec Zemmour. Mais aussi sans compter l'émission de Ruquier sur le service public. Mais aussi des... Je parle des ministres, mais toutes les formations politiques. À l'exception, peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises, de LFI. Je pense que le premier débat que j'ai vu entre Zemmour et quelqu'un de LFI, depuis un an ou deux, c'est sans doute celui sur BFM face à Mélenchon. Mais ce que je veux dire, c'est que les responsables politiques, y compris jusqu'au gouvernement, ont jugé que Zemmour était un interlocuteur de débat. Alors, il n'avait pas le même statut que celui qu'il a aujourd'hui, il n'était pas testé dans les sondages, etc., etc. Mais le fait est que cette question, on se la posait moins il y a 2-3 ans, puisqu'il était adoubé d'une certaine manière par les responsables politiques de tous horizons qui venaient se confronter à Éric Zemmour. Par ailleurs, il faut quand même dire une petite chose, c'est que il a construit un parcours, excuse-moi Jean-Philippe, toute personne qui intervient dans les médias ne rencontre pas ensuite ce succès d'audience, cet impact dans le débat. Il n'est pas vrai qu'on puisse mettre toute personne à l'antenne
et que ça lui permette de recueillir à la fois autant d'audience, disons les choses, c'est-à-dire la rencontre avec une partie, en tout cas, de ceux qui écoutent et regardent. Et il n'est pas vrai non plus que d'autres aient eu le même succès avec d'autres livres pour imposer leur thème. Ouais, Jean-Philippe ? Non, mais pour en revenir au thème, il y a quelque chose qui est clair quand même pour nous tous, je pense, c'est qu'on a quand même subi la promotion de son ouvrage. C'est ça la question aussi, on l'a subi. D'où l'intérêt pour nous de prendre le recul nécessaire. Et la position de France Info a été de ne pas l'inviter pour ne pas participer forcément à cette promotion-là, qui était une campagne cachée. J'allais dire, il y a aussi ça. On peut avoir l'idée exactement inverse, qui consiste à dire la réalité de la sortie de ce bouquin et de cette tournée est un début de campagne. Et donc il faut l'observer comme tel. Bien entendu. C'est au fond la difficulté de ce moment où rien ne ressemble à ce qu'on avait connu et où il faut se déterminer sans point de comparaison. Et bien entendu... Est-ce que le point de bascule, c'est pas le débat contre Mélenchon, finalement, où là, les gens se sont dit, c'est plus qu'un essayiste, il va être candidat et il sera candidat. Je pense. Je trouve qu'on a la mémoire terriblement courte. Le suicide français, c'est un gigantesque succès. On voit à ce moment-là que c'est quelqu'un qui sait parler, qui a un écho. C'est le premier point. Le deuxième point, en vérité, est-ce que ça n'est pas la question? Ne passe pas trop de temps sur un certain nombre d'antennes à parler autour de Zemmour. C'est un peu différent que la question de l'invitation. Et ne passe pas beaucoup de temps, à gloser autour de cette candidature, non-candidature, etc. Et là, nous-mêmes, ça fait quand même un quart d'heure, 20 minutes qu'on tourne autour de cette question-là. Oui. Est-ce que la question, ce qui est un enjeu, c'est un vrai sujet journalistique, c'est passionnant. Mais l'abstention, le fait que les gens ne votent pas, que nous ne sachions pas ce qu'ils vont faire, me paraît être un sujet pas tout à fait anecdotique non plus. Mais alors ça, si je peux me permettre... Ça représente beaucoup de gens aussi. Ouais, rapidement, mais moi je suis entièrement d'accord avec ce point. Après, effectivement, il y a plusieurs façons de penser, de se positionner par rapport à ça. Encore une fois, nous, on l'a reçu une seule fois, mais on l'a reçu. Après, je pense que, justement, le métier, surtout dans une période comme cela, c'est de ne pas s'intéresser qu'à Zemmour. C'est de se dire, c'est un fait politique manifestement assez évident, on ne va pas tourner autour du pot, on va y aller, puis on va voir à quoi ça ressemble, ce qu'il dit, etc. Et on va l'éprouver d'une certaine manière, mais on va aussi, ce que nous avons fait, mais d'autres l'ont fait ici, on va aussi organiser le débat de la primaire des écologistes, où, a priori, sur le papier, comme ça, on va vous dire, alors les écolos, ça ne va pas faire la même audience que Zemmour. Il se trouve que ça a très bien marché. Mais voilà, Céline, tu parlais tout à l'heure de Barnier, qui n'était pas testé par tous les instituts de sondage. Nous, je suis à l'aise, on l'a tous fait ici. On a fait le choix de donner la parole à Michel Barnier depuis le début, au même titre que ses concurrents LR. Donc, évidemment, Zemmour est un fait de campagne. Ce qui serait une erreur, c'est de penser, il suffit de nous regarder, de nous écouter, et de réduire notre traitement politique à Éric Zemmour aujourd'hui. Ok, c'est le mot de la fin parce qu'il est midi pile.